Bonjour et bienvenue à cette table ronde virtuelle sur le management des médias organisée par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. C'est le 25e webinaire que nous organisons depuis environ 8 mois. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver et aussi d'accueillir de grands directeurs de publication des médias francophones qui sont là pour partager avec nous les réalités du monde managérial des médias, ce qui fait la réussite de leurs journaux, les stratégies de marketing et le mode de gestion qu'ils ont mis en place, les défis qu'ils ont rencontrés et les conseils enfin qu'ils souhaiteraient partager avec les autres confrères francophones qui aspirent à diriger ou à créer un média. Dans son livre sur le management des médias, Ghislain Deslandes écrit que face aux impératifs des résultats et de performances qui sont indispensables en raison de la concurrence et des exigences des actionnaires et du public, le management des médias est devenu un art de faire que les patrons d'entreprises de médias intègrent et développent au rythme des mutations économiques et sociales. Mais tout le monde n'a pas cet art. Et pour diriger une entreprise de médias, il faut avoir une compétence plurielle. Et à cela s'ajoute la mondialisation et la transformation technologique de plus en plus forte qui oblige les médias à se réinventer, à développer de nouvelles stratégies pour assurer la survie économique de leur entreprise. Et dans un tel contexte, nous assistons donc à l'émergence d'un journalisme fondé sur la recherche du profit, alors que les médias auparavant, où les médias ne devaient avoir pour vocation que l'information. Comment bien diriger un média face à la concurrence? Quels sont les facteurs qui font le succès d'un média sur un marché concurrentiel? Quels sont les conseils pour éviter de faire noyer son entreprise médiatique? Eh bien, nous en parlerons avec nos invités au cours de cette séance interactive où les participants peuvent poser leurs questions directement sur Facebook, puisque ce webinaire est dans le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui rassemble environ 2000 journalistes francophones du monde entier. Et pour ceux qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez soumettre vos questions, n'hésitez pas à réagir dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. J'ai l'honneur de recevoir M. Vincent Fortuné Assoba. Il est directeur de publication du quotidien béninois Nouvelle Mutation. Il est titulaire de 3 masters, un master en journalisme, un master en management des médias et un master en communication et relations internationales. Il est par ailleurs le secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Et c'est un plaisir de vous avoir, M. Fortuné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le second invité est M. Loïc Lonson. Il est le président de l'Union internationale de la presse francophone section togolaise et directeur de publication du journal Le Flambeau des démocrates. Bonjour Lonson. Bonjour Kossi Balao, bonjour à tous ceux qui sont branchés. Nous avons aussi M. Moussa Nguedbaye. Il n'est pas encore avec nous, mais j'espère qu'il va nous rejoindre bientôt. Il est journaliste de formation. Il est ancien journaliste à Déjà FM à Dakar. Il est là et il est aussi le directeur de publication du journal en ligne Tchad Info. Nous avons pour quatrième panéliste M. Abdou Dia. Il est journaliste économique et doctorant en économie des médias. Il a enseigné avec vacataire au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, qui est une école de formation en journalisme basée à Dakar. Bonjour, M. Abdou. Oui, bonjour, Kossi. Merci à vous tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de prendre votre temps pour offrir des conseils aux journalistes francophones du monde entier. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, je suis le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Monsieur Assoba, je vais commencer avec vous. On a tendance à croire que diriger une entreprise de presse est très facile et que c'est une preuve de réussite en journalisme parce qu'il s'agirait d'une position où il suffit juste de donner des ordres à ses collaborateurs. Alors, vous qui êtes dans le domaine depuis une vingtaine d'années, dites-nous, quelles sont les réalités managériales du monde des médias? Votre micro n'est pas activé. Non. Merci bien, chers confrères, et je voudrais saluer mon collègue
Je précise que je suis également le président de la francophone, de l'Union nationale de la presse, de la presse francophone, Cotonou. Donc, Loïc est collègue. Merci à lui d'être sur le panel. Je crois, depuis quelques années, nous sommes dans le management des médias et dire tout de go qu'il suffit de donner des ordres, je crois que ce n'est pas suffisamment vrai parce qu'un manager doit avoir les qualités qu'il faut. Parce que tout ne suffit pas de donner des ordres. Il faut être un exemple, un bon exemple pour l'équipe qu'on dirige et savoir choisir ces moments de donner des ordres. Parce que tous les moments ne sont pas bons pour donner des ordres. Surtout que c'est des hommes que vous dirigez. Surtout que c'est avec des têtes bien faites que vous travaillez. Je crois que ce n'est pas facile de gérer des hommes et des journalistes suffisamment attachés à la liberté. Parce que vous savez autant bien que moi que le mot le plus cher pour le monde des médias, c'est la liberté d'expression. Et diriger les journalistes avec surtout ce que nous appelons clause de conscience dans notre bien. Je crois qu'il n'est pas aussi facile de dire qu'il suffit de donner des ordres et de gagner ou de réussir dans le management des médias. Donc, c'est une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité pour amener l'équipe dont on a la lourde responsabilité de diriger, de comprendre que vous avez une mission. Mais tant que votre mission et votre vision n'est pas connue de l'équipe que vous dirigez, il vous est difficile d'aller de l'avant avec l'équipe-là. Donc, d'emblée, il faut déjà faire savoir à son équipe, faire savoir aux hommes que nous avons sous la responsabilité notre vision et remettre à chacun son cahier de charges qui respecte sa conscience lui-même professionnelle. Monsieur Loïc, est-ce que pour vous aussi diriger une entreprise médiatique est une lourde responsabilité? Vous partagez le constat de votre confrère Fortuné Assoba? Mais je le partage totalement. Je le partage totalement parce que, écoutez, et c'est tous les jours, c'est le stress. Hein? On est constamment confronté au stress. Et son stress, il faut le maîtriser pour pouvoir et gérer la rédaction, gérer l'équipe, coordonner, donner des ordres. Mais bon, et quand on aime, quand on est passionné, quand on aime le métier, qu'on a déjà plusieurs expériences, plusieurs années d'expérience derrière, je crois qu'après, ça devient pratiquement... Et ça devient un peu plus facile. Chaque jour, ça devient un peu plus facile. Sauf que personne n'a attendu la COVID-19. Je crois que quelque part, c'est ça qui est venu chambouler le système de gestion de nos organes. Parce qu'avant la COVID-19, avant cette crise sanitaire, il y avait une manière de gérer. Et subitement, cette crise est venue, elle a pu chambouler. Il a fallu remettre maintenant en place très rapidement une autre méthode de gestion qui, ma foi, j'espère qu'on reviendra là-dessus de plus en plus quand le débat va avancer. Monsieur Loïc, je rappelle que vous êtes directeur de publication d'un journal qui est bien connu ici au Togo et qui a du succès. Mais aujourd'hui, on remarque que beaucoup de jeunes également se lancent dans la création de leur site d'information, de leurs médias, mais ils n'arrivent pas à avoir autant du succès. Qu'est-ce qui, selon vous, est la cause de leur échec? Oui, vous savez déjà la gestion d'un média, c'est qu'on n'a pas su peut-être dire au départ de ce débat, c'est qu'on doit rappeler qu'il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias en ligne, il y a les médias audiovisuels, il y a la presse écrite. Et la gestion de tous ces organes n'est pas la même chose. C'est pas forcément la même chose. Mais effectivement, aujourd'hui au Togo, si je prends le cas du Togo, beaucoup de jeunes se lancent, des jeunes formés, bien sûr, je le rappelle au départ, se lancent dans la création ou dans la gestion de sites internet parce qu'on dit qu'effectivement, les médias d'avenir, c'est les médias en ligne. Mais effectivement, comme tu le dis si bien qu'aussi, ils ont des difficultés à avoir du succès parce que justement, il y a des parcours par lesquels il faut passer. Quand vous ne passez pas par ces étapes, il y a des étapes. Quand vous ne passez pas par ces étapes, vous voulez gravir très vite les échelons,
il vous est difficile de pouvoir faire imposer votre média, de pouvoir faire connaître votre média au public. Et c'est ce qui arrive un peu aujourd'hui aux jeunes. Ils sont beaucoup pressés, ils sont pas passés par les étapes, comme on dit. Tu sais, quand on rentre dans l'armée ou quand on passe toujours, même quand on est médecin, on commence toujours tout petit, on ne passe pas tout de suite à l'opération d'un malade. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et je crois que, ma foi, au niveau du Togo, beaucoup de médias ont des difficultés parce que tout le monde veut être patron de presse, tout le monde veut être média patron et malheureusement, tout le monde n'a pas les qualités requises et n'a pas le même parcours pour pouvoir. Parce que moi, personnellement, si je prends mon cas, c'est plus de 15 ans à trimer dans des rédactions avant d'avoir la confiance des personnes qu'il faut pour être à la tête d'un organe. Et donc, le parcours était là. Mais bon, aujourd'hui, on constate que les jeunes ne veulent pas passer par les étapes les plus difficiles, aller sur le terrain, savoir comment on écrit, même parfois des simples articles de presse. Et tout de suite, on a fini dans une école de journalisme, on veut devenir patron de presse. Et c'est ce qui, je crois, qui les amène à avoir beaucoup de difficultés. Et très vite, leurs médias aussi sont appelés, n'arrivent pas à faire long feu. C'est-à-dire, comment vous appelez, 6 mois, maximum 1 an après, le média est fermé. Et je dis, bon, à tous ceux qui nous écoutent, à tous les jeunes, à tous ceux qui rêvent d'avoir un média un jour, que, écoutez, on ne se lève pas pour être patron de presse, il faut avoir un parcours, et c'est le parcours que vous essayez de vous fonder, de vous donner les canons nécessaires pour pouvoir gérer une rédaction, gérer le personnel, gérer le côté administratif, gérer le média. Alors, Monsieur Abdou, vous êtes journaliste économique et vous êtes également doctorant en économie des médias avec une large expertise sur la question. Quel conseil donneriez-vous à un dirigeant d'entreprise qui est à la recherche d'un bon modèle économique pour son média? Ou autrement, quel est le meilleur modèle économique pour permettre à un média aujourd'hui d'être rentable selon vous? Oui, merci. Voilà. J'espère que vous me recevez. Encore une fois, je salue l'initiative. Quand même, elle est très pertinente, surtout développée dans un contexte où nous évoluons dans un secteur quand même très affecté donc par la crise. Peut-être les patrons de presse, en tout cas, ne vont pas me démentir par rapport à l'absence ou bien à la rareté des publicités. Les annonceurs qui ont réorienté leur budget par rapport soit au paiement des salaires. Moi, je parle effectivement d'abord de l'aspect juridique. Autrement dit, vous savez, par exemple, les entreprises de presse sont régies par les mêmes textes relatifs effectivement à l'OHADA, autrement dit l'ouverture. Et l'ouverture d'une entreprise de presse obéit à des normes, obéit à des règles. Est-ce que c'est une DG? Il faut d'abord cartographier, analyser le profil de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise SA, société anonyme? Est-ce que c'est une entreprise SARL, société à responsabilité limitée? Est-ce que c'est une société SUARL, une société unipersonnelle à responsabilité limitée? Donc, il faut d'abord, je pense, identifier le profil, le type d'entreprise pour maintenant voir quelle est la meilleure option par rapport à son système de management. Et aujourd'hui, les médias, les entreprises de presse constituent un secteur tout à fait particulier, contrairement aux activités ordinaires, par rapport aux activités, aux autres industries. Qu'est-ce qui fait la particularité des entreprises de presse? C'est par rapport aux produits qu'elles mettent sur le marché. C'est un produit qui a une caractéristique tout à fait aussi, disons, spécifique. Autrement dit, c'est un produit qui est périssable. Et du coup, l'information, la vente, la marchandisation de l'information constitue effectivement l'une des sources de revenus donc de l'entreprise. C'est pourquoi il y a un système de management tout à fait différent par rapport au management classique appliqué aux autres entreprises. Parce que je pense que c'est Lawson qui l'a souligné tout à l'heure, c'est tout à fait pertinent. On peut diriger, on peut faire une formation en management dans une école de business school ou bien dans un autre institut et gérer une entreprise qui évolue soit dans la production de savon, dans la production d'autres produits de biens de consommation. Mais pour ce qui est des médias, c'est tout à fait différent. L'idéal, c'est de ramper. L'idéal, c'est d'être un reporter, un pigiste, un rédacteur en chef, un directeur de publication et maintenant accéder vraiment, ne brûlez pas les étapes et accéder vraiment au poste de directeur de publication ou bien directeur général. Pourquoi? Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous allez produire moins d'erreurs dans votre journal.
l'avantage, vous allez commettre moins de soit diffamation ou bien moins de fautes graves professionnelles qui sont souvent, qui peuvent être éliminées. Lorsque, par exemple, le directeur de publication a un regard, a une compétence en matière de journal, en matière de presse, et mesurer vraiment la portée d'une information. Parce que l'information, c'est une arme. Ce n'est pas la manière dont on manage une entreprise ordinaire qui est dans les services, qui est dans, je ne sais pas, c'est l'entreprise de presse, elle est tout à fait différente parce que tout est lié. Tu dois gérer les employés, les journalistes, tu dois gérer l'administration, tu dois gérer les actionnaires, tu dois gérer les annonceurs, tu dois gérer le public. Et c'est tout ça qu'il faut un système de cohérence, un système de management cohérent pour maintenant gérer toutes ces entités, tous ces maillons qui constituent la chaîne de valeur dont concerne le système de management. Maintenant, après, je vais revenir tout à l'heure concernant le modèle économique. C'est une belle question. Le modèle économique aujourd'hui, le modèle économique classique, traditionnel de la presse écrite, encore une fois, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la presse écrite qui souffre plus par rapport aux entreprises audiovisuelles, par rapport à la percée du numérique. Le modèle économique classique reposait sur le triptyque, à savoir la publicité, les recettes issues de la vente et l'aide à la presse. Et je pense que comme, en tout cas au Sénégal, les médias bénéficient d'une aide à la presse qui a connu, qui est passé du simple au double, qui était de 700 millions l'année dernière. Aujourd'hui, elle est portée à 1,4 milliard donc, de francs CFA. Et du coup, ce modèle économique ne peut pas continuer. Ce modèle économique ne peut pas continuer dans un contexte où le numérique, où le digital est en train de faire des ravages, disons, en matière d'innovation, en matière de diversification des supports. Donc, il faut que les entreprises s'adaptent maintenant en intégrant la dimension du numérique dans leur fonctionnement, aussi bien dans l'organisation administrative, mais aussi dans l'organisation rédactionnelle. Et au fur et à mesure, nous allons revenir pour développer davantage sur le sujet. Merci beaucoup, Kossi. Monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Je peux enchérir si vous Oui, bien sûr. Oui, mais monsieur Abdou a dit des choses assez pertinentes, assez intéressantes. Et surtout, moi, je parle de sa chute. Là où il parle, justement, parlant des médias, de la presse écrite, qui s'est longtemps basée sur le triptyque, comme il a dit, la vente, la publicité et l'aide de l'État à la presse. L'aide de l'État à la presse. Ce n'est plus suffisant de nos jours. Vous voyez, je vous donne un exemple banal, on est dans le même cas au Togo. Et pendant longtemps, le journal que je dirige, le Flambeau des démocrates, pendant longtemps, on n'a compté que sur la vente, papier, sur la publicité, qui n'existe pratiquement pas, et sur l'aide de l'État à la presse, qui est aussi très minime, je dis très insignifiante au Togo. Elle est pratiquement insignifiante. Puisque au Sénégal, il parle d'1,4 milliard cette année. Nous, je n'ai pas envie de donner le montant parce que je fais partie de ceux qui ont organisé, en tout cas, une réunion pour dire il faut qu'on dise à l'État qu'on ne veut plus de cette aide parce que l'aide au Togo, je vous dis bien, elle est de 100 millions de francs CFA. Ça veut dire que ça fait même pas mon budget annuel pour faire le journal. Vous voyez un peu, ça ne vaut pratiquement rien. Mais alors, très vite, quand la crise est arrivée, qu'est-ce qu'on a fait? Très vite, quand la crise est arrivée, à la rédaction, on s'est immédiatement transformé. On s'est dit, écoutez les amis, aujourd'hui, avec la crise, les gens ont même peur de toucher le papier journal. Vous comprenez? Parce que la crise venait d'arriver. Pour toucher un papier journal, tu as peur de choper le coronavirus. Alors, la vente papier n'existait plus. On ne pouvait plus vendre les papiers parce que plus personne ne voulait toucher un papier qui est avec un vendeur à la criée ou dans les kiosques parce qu'il a peur de choper le coronavirus. Alors, il nous fallait rapidement passer en digital. Et très vite, j'ai organisé l'équipe, on a mis en place le système informatique et très vite, on a maintenu le rythme de parution tout en restant maintenant en passant au digital. Alors, avec aujourd'hui en Afrique, ce qui est développé, ce que je peux appeler les services monétaires par mobile, les mobile money, alors qui sont développés en Afrique. Alors très vite, on est passé à ça. La vente se faisait par le PDF du journal, se vendait par Timoney, ce qu'on appelle ici chez nous Timoney ou Flouze. On vendait le journal comme ça. Et je vais vous faire une confidence. La vente a été multipliée par 3 par rapport au papier. Et j'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce que justement, le papier
papier, la personne a de la peine à sortir, parfois à quitter son bureau pour aller payer, ou bien parfois quand il est au feu tricolore, au feu rouge, le temps qu'il appelle le vendeur à la crier, le feu est déjà passé au vert, il est parti. Mais là, il est dans son bureau, il envoie le code, et puis 5 minutes après, il a le journal avec son nom et tout codé avec un code unique. Et chaque acheteur avait un code unique. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait, et ça, je peux vous assurer qu'on est depuis... On a trouvé que la crise, en réalité, qui devait nous punir, nous a fait du bien, en tout cas à la rédaction ici. Merci beaucoup, Monsieur Lançon, pour ce beau témoignage. Je reviens vers vous, cher René. Oui, vous pouvez aller, Monsieur Portier. Merci beaucoup. Je crois que le débat devient intéressant. Tout à l'heure, quand Abdou a parlé de la cagnotte que l'État sénégalais met à la disposition de la presse, j'ai frémi que ça fait du lourd. Ça fait du lourd du modèle économique des journaux. Je crois qu'aujourd'hui, au Bénin, on est confronté à une situation extrêmement difficile, grave, où beaucoup de journaux aujourd'hui mettent la clé sous les pas. Simplement pourquoi? Parce que l'État central, je veux dire le gouvernement en place, par exemple, de s'abonner aux journaux, a refusé de contracter le contrat dont il s'agit, c'est-à-dire les structures étatiques font des contrats de communication avec les journaux qui varient d'une structure à une autre. Mais depuis 2016, ces contrats ont disparu. Ils ont supprimé tout. Et l'aide de l'État à la presse privée, qui est devenu fonds FADEB, nous ici au Bénin, le fonds n'est pas pourvu. Je vous d'aide annuelle, c'est 350. Mais depuis 2015, nous n'en avons plus jamais reçu. Aujourd'hui, le Bénin, au niveau de la presse, on est confronté à une situation ingérable. Statutairement, aujourd'hui, on peut compter une centaine de titres. Mais le matin, j'assure que vous avez au niveau des kiosques à peine 15 journaux, à peine. Alors qu'il y a près d'une centaine de quotidiens. Depuis un moment. Le marché de publicité n'est même pas au Bénin. Il n'y en a pas. On ne peut même pas parler de marché de publicité. Donc, ce n'est que les contrats avec central et l'aide de l'État. L'aide de l'État qui est insignifiant. Imaginez-vous, pour un quotidien, il postule au plus pour 1 million de francs. Là, c'est insignifiant. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas. Ça va assurer combien de mois de parution. Et ça, là, c'est les plus nantis. Des gens se retrouvent avec 500 000 francs. 500 000 aides de l'État. Ça va faire quoi? C'est pas possible. Alors que dans le code de l'information et de l'éducation, voté en 2015, il est demandé que l'aide là se mue en fonds. Et désormais, on va parler des fonds. Mais fait, par exemple, je donne des chiffres que je connais bien. Quand on a fait la mutation de aide et tout ce que nous avons comme arriéré au niveau des centrales, on se retrouve à plus d'1 milliard. Mais aujourd'hui, de ma position de secrétaire général du patronat de la presse et de l'audio au Bénin, mais tout ce que nous avons fait aujourd'hui, on est buté. On n'arrive pas à s'en sortir. Et les journaux, la quasi-totalité, je vous dis, excepté quelques-uns, sont encore là, présents. J'étais fier quand j'ai entendu mon confrère de Lomé dire que sa vente a été multipliée par 3. Ça, c'est une prouesse parce qu'au Bénin, je ne crois pas. Je reçois ça à chaque parution, mais
Ici au Bénin, je ne crois pas que la vente digitale marche. Ça ne marche pas. Je reçois, moi, le lot de mes confrères tous les matins. C'est vrai que, puisque avec l'arrivée de coronavirus, le CNPA a exhorté tous les patrons de presse, en l'occurrence ceux de la presse privée, à se muer, à aller vers le numérique. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Rien que le numérique. Et ce numérique, on ne vend pas. On envoie gratuitement. Avant de me connecter, d'entrer dans la salle de réunion, j'ai un ami qui m'a envoyé son journal. Il l'a envoyé à une des personnes. J'ai dit, mais si ce n'est pas mail, ce n'est pas payé. Voilà autant de manques à gagner. Donc, le modèle économique, aujourd'hui, c'est plus que jamais de repenser le fonctionnement des journaux, le fonctionnement de la presse générale dans nos pays. En Afrique, si, je l'ai dit au détour d'un séminaire avec l'UNESCO, si les journaux doivent se cramponner au financement public, alors que nous sommes des secteurs privés, je crois qu'on ne pourra jamais obtenir notre liberté. On sera au bon vouloir de l'État central, au bon vouloir de celui qui a le pouvoir, parce que c'est lui qui détient la manne financière, c'est lui qui en distribue, et il faut être docile pour en bénéficier. C'est être docile dans le contexte là, c'est faire la volonté du pouvoir en place. Pour se relancer, il faut qu'on réfléchisse sérieusement au financement de nos organes de presse, mais pas le meilleur. Dites-tout pas. D'accord. Finalement, Monsieur Abdou Dia, quels moyens doit-on disposer pour lancer un média et combien faut-il? Aujourd'hui, je crois que disposer de moyens. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, allô? Disposer le moyen dont il faut disposer. Que manager des médias, il faut pas, pour créer un journal, je ne crois pas forcément ce serait de dire que je pense qu'avec 1 million, parce que pour avoir le commerce ici au Bénin, il faut avoir un crédit immobilier de plus 1 million. Mais 1 million pour créer sa société. Mais la gestion, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va devenir au bout de 2 mois, quand vous allez épuiser 1 million de francs? Je crois, pour un jour qui veut se respecter, pour un organe de presse qui veut être une vérité, je crois que c'est lourd. C'est lourd parce que pour lancer, vu le contexte dans lequel les gens chez nous, et principalement au Bénin que je connais bien, il faut avoir au moins à sa disposition 1 an, minimum 1 an de budget pour parution. C'est-à-dire, si je dis parution, l'entretien du personnel, c'est-à-dire les salaires, les tirages et tout ce qui suit. Parce que si vous ne garantissez pas là, Loïc l'a dit tout à l'heure, au bout de 2 mois, 3, vous allez fermer. Mais pour espérer, commencez par avoir un budget lourd d'au moins 1 an de parution. Vous savez que vous obtenez de marché ou pas là. Au bout d'1 an, vous pouvez tenir. Maintenant, développer à côté de vos activités de presse d'autres activités connexes. Parce que rien que la presse, d'accord, mais il y a des activités connexes au niveau de la presse également qu'on peut mener. D'accord. Monsieur Abdou, comment démarrer son média si on n'a pas les moyens qu'il faut? Bon, là surtout, peut-être si vous permettez, en tout cas, si on prend, pour rester un peu sur la dynamique de la Covid par rapport aux médias,
Une étude a été faite en tout cas au Sénégal par le comité des diffuseurs, donc le CEDEPS, le comité des diffuseurs, le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, donc du Sénégal, le CEDEPS, qui a évalué, donc à travers, donc qui a sollicité les services des experts qui sont dans la fiscalité, les experts comptables, qui ont évalué le manque à gagner à 4 milliards au deuxième trimestre de 2020, concernant sur 17 entreprises de presse, donc pour le manque à gagner dû effectivement à la crise sanitaire. Pour vous dire que la crise a affecté quand même la presse nationale, et du coup, bon, l'État, même 1,4 milliard, c'est parce que depuis plusieurs années, c'était 700 millions. Maintenant, en raison effectivement de cette ampleur, dû effectivement à la crise sanitaire, on a porté effectivement l'aide à 1,4 milliard. Et l'objectif final, c'est de mettre en place un fonds, au lieu de maintenant d'attribuer donc de manière individuelle, d'instituer un fonds pour qu'effectivement tous les moyens de la chaîne donc puissent effectivement en bénéficier et de les utiliser de manière beaucoup plus efficiente et efficace concernant ces ressources. Maintenant, je reviens toujours tout à l'heure, quels fonds peut-être faut disposer pour ouvrir. D'abord, je reviens tout à l'heure sur les mécanismes effectivement mis en place par l'État pour l'ouverture des entreprises. C'est d'abord, soit c'est les chambres de commerce ou bien la PIX, c'est l'agence donc en charge des grands travaux. Maintenant, tout dépend des statuts, du type d'entreprise que vous voulez avoir. Est-ce que c'est une entreprise, une société à responsabilité limitée? Là, il faut des préalables. Des préalables, il faut avoir soit un notaire qui te fait des statuts, donc gérer pour avoir le NINEA, le numéro d'identification nationale donc des entreprises associations, ou bien LRCSM, le registre de commerce, etc. Donc, il y a tous ces préalables qu'il faudra régler. Maintenant, le fond, je pense qu'il n'y a pas un plafond ou bien un montant qui est fixe pour ouvrir. L'essentiel, c'est, comme l'a dit tout à l'heure mon ami du Bénin, il faut travailler d'abord sur un business plan. Travailler sur un business plan près de 6 mois, 2 ans. 6 mois, quelle que soit la situation, que le journal soit vendu ou pas, je vais payer les salaires, je vais assurer l'achat du papier, l'acquisition du papier, je vais assurer les intrants qui entrent dans le cadre de la fabrication. Donc, quelle que soit la situation, moi, je vais publier. Et maintenant, au-delà, après, au terme des 6 mois, on évalue pour voir maintenant est-ce que l'entreprise était bien portante au plan financier ou bien on a enregistré des pertes. Et là, il faut prendre une décision. Je pense qu'il n'y a pas de moyen. L'essentiel, c'est de bien travailler sur le business plan qui te permet effectivement d'avoir un regard, une meilleure appréciation du fonctionnement de l'entreprise, soit d'ici 1 an ou bien 1 an, 6 mois ou bien 2 ans. Au Sénégal, ce qui fait la particularité concernant le management des médias, on a plusieurs profils. On a des journalistes qui sont devenus des patrons de presse, qui gèrent leur propre entreprise de presse. On a aussi d'autres profils, soit c'est des hommes d'affaires, peut-être qui n'ont rien à voir avec la presse, mais qui sont entourés par des gens expérimentés dans le domaine des médias. Et du coup, toutes les décisions qui sont prises effectivement en parfaite harmonie avec donc les experts, donc ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des médias. L'autre ici, il y a presque des ONG ou bien d'autres profils qui sont aujourd'hui à la tête des médias. Donc, ce problème pose moins de problèmes concernant maintenant cette gestion. Et le problème majeur concernant maintenant, c'est le modèle économique de l'entreprise de presse. Est-ce que c'est un modèle viable? Est-ce un modèle qui peut effectivement supporter les charges de l'entreprise? Parce que dans un modèle économique, il y a 2 éléments essentiels. C'est les sources de revenus et les charges. Et si vous prenez la presse écrite, les charges sont extrêmement importantes, sont exorbitantes en termes de financement. Et maintenant, est-ce que l'entreprise dispose assez de ressources financières qui lui permettent de pouvoir supporter, de pouvoir aussi gérer ses charges? La vente. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, il y a le partage de l'étude. Vous achetez un journal, vous entrez dans un car, je ne sais pas, public, dans un transport public, mais 3 personnes peuvent lire le même journal. 3 personnes peuvent lire le même journal et c'est un manque à gagner pour l'entreprise de presse. Si chacun achetait un journal à 100 francs, regardez, on aura 300 francs, mais un seul journal est lu par 4-5 personnes, c'est un manque à gagner. L'autre chose ici au Sénégal, presque la quasi-totalité des journaux sont vendus à 100 francs.
il n'y en a que 2 ou bien 3, voire 4 qui coûtent à 200 francs, qui coûtent 200 francs. Donc là aussi, ce n'est pas avantageux pour la presse écrite. Et sur un autre point, je pense que concernant le numérique, il faut quand même que le lecteur soit prêt, le lecteur accepte de payer, de débourser pour lire une bonne information. Prenez certains journaux internationaux, je parle de Le Monde, Jeune Afrique, etc. Mais rarement aujourd'hui vous lisez un article complet, gratuit du journal Le Monde ou bien Figaro. Vous lisez les 25%, 4-5 lignes, le livre, on vous dit par exemple il faut payer. Et du coup, il y a un système de monétisation des articles, mais c'est des articles de fond. C'est des articles quand même qui apportent une valeur ajoutée. Ce n'est pas un article de compte rendu d'un fait divers, etc. Non, le lecteur aussi, il ne faut pas le prendre comme le démarrer. Le lecteur, il est averti. Il nous faut une offre informationnelle répondant aux besoins des lecteurs, des consommateurs, et ils sont payés, à mon avis, de débourser s'il y a une valeur sur l'information qui est mise à leur disposition. Il nous faut nous réinventer en mettant en place aussi des stratégies concernant la diversification du support. Une entreprise de presse qui emploie 15 personnes ne peut pas se contenter, ne peut pas se limiter uniquement à un seul support qui sort tous les jours. Ce n'est pas possible au plan financier, ce n'est pas viable. Il faut envahir effectivement les plateformes, mais les applications web, les sites d'information, les articles, les dossiers, et surtout, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de la mission classique assignée aux entreprises de presse. Regardez, l'événementiel est là, et l'événementiel, ça draine. Les rencontres B2B. Mais vous prenez votre portefeuille d'annonceurs, il y en a combien? Mais il faut les mettre en contact. Il faut organiser des forats, organiser des rencontres B2B, moyennant quelque chose par rapport au kiosque. Ce sera un autre département donc, de l'entreprise de presse qui n'a rien à voir maintenant avec la mission originelle de l'entreprise, c'est-à-dire de mettre à la disposition du public de l'information. Et je pense qu'il nous faut beaucoup d'ingéniosité, de créativité, donc pour quand même sortir et de continuer effectivement à assurer les charges et d'être plus innovant en matière de diversification. Donc, et là, cela relève effectivement de la responsabilité des chefs d'entreprise, cela relève aussi des managers, et je pense que cela peut être aussi une bonne solution pour concernant effectivement les entreprises qui sont pour le moment, surtout les entreprises de presse écrite, qui font face à la concurrence des sites en ligne, des sites d'information, mais aussi les pure players ou bien les médias sociaux, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les autres plateformes donc, qui produisent des informations dont l'accès aussi est gratuit. Monsieur Loïc, j'ai envie de vous poser cette question. Monsieur Abdou vient de le dire, la mission classique et originelle des médias, c'est de fournir une information. Et le rôle des médias, c'est de donner aux populations, aux citoyens, les informations dont ils ont besoin pour se sentir en être libres et autonomes. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que les médias aussi, comme les autres entreprises, sont à la recherche du profit. Est-ce que cela n'affecte pas la crédibilité du contenu des médias au final? Non, oui, c'est une question assez pertinente, mais sincèrement, M. Kossi, je vous dis, on peut faire un journalisme à la base professionnel, informé, éduqué, mais n'oublie pas derrière que les journalistes prennent énormément de risques et font des sacrifices pour balancer des informations. Donner les informations, c'est des risques aussi. Comme l'a dit M. Abdul tout à l'heure, ils sont les reportages ordinaires et concernant l'information sur des dossiers, les journalistes prennent des risques. Et le lecteur derrière, qui sait que le journaliste a pris des risques, est prêt à débourser 1 euro ou 1 dollar pour lire cette information-là. C'est important. Maintenant, est-ce que journalisme et le fait que allier intérêt économique et intérêt éditorial, c'est vrai. Mais moi, je dis une chose assez pertinente, c'est que d'abord, c'est l'intérêt éditorial. Mais une fois que l'intérêt éditorial y est, il y a de la rigueur dedans, je vous assure, l'économique suit. Parce que les lecteurs, ceux qui nous lisent, sont assez intelligents, et plus intelligents que nous-mêmes. Et donc, si ce qu'ils lisent de vous est crédible et sérieux, ils sont prêts à débourser pour en acheter. Ils sont prêts à... Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous arrive, depuis l'arrivée de la crise sanitaire, on a une autre section qui est digitale. Et tout à l'heure, j'ai entendu mon ami du Bénin dire que le digital, c'est gratuit. Non, le digital n'est jamais gratuit. Le PDF,
celui qui prend son PDF et qui l'envoie par mail à un mailing list gratuitement, c'est lui qui tue le journal. C'est lui le directeur ou le journaliste qui tue le journal. Non. Nous, par exemple, jamais tu ne trouveras notre PDF traîner sur les plateformes WhatsApp et consorts. Non. On fait en sorte que si vous prayez aujourd'hui notre parution de ce matin jeudi, si vous les achetez, le PDF est verrouillé et codé que le service informatique vous envoie. C'est verrouillé, c'est codé avec votre nom COSI. Vous ne pouvez même pas l'imprimer. Nous avons crypté ça de telle sorte que vous ne pouvez pas l'imprimer. Vous ne pouvez que le lire. Mais une fois que vous le transférez à Didier Assoba, on sait que c'est vous COSI qui vous l'avez transféré parce que c'est COSI Balao qui est dessus et le code qui le suit. Donc, on sait d'emblée d'où est venue la fuite. Si demain vous revenez comme acheteur, on ne vend plus. Parce que vous tuez le journal. Et donc, moi, je pense que le digital, on est obligé de passer par ça. Et je peux vous dire, sur le site Internet, nous sommes en train de faire un travail important et je vais encourager les jeunes à le faire. Quand vous avez le site Internet du journal, il doit être en accès libre, certes. Mais quand vous avez des informations assez exclusives, des scoops, comme on dit dans le jargon, des dossiers importants, vous verrouillez et la lecture, après le chapeau, vous dites que le reste est en vente. C'est comme ça que ça se passe. Là, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir, je peux vous raconter une petite anecdote. Récemment, il y avait eu l'assassinat d'un colonel de l'armée, pas des moindres, au Togo. Au lendemain de l'investiture du président de la République, Faure Gnassingbé. Et je peux vous assurer, on a eu des informations exclusives sur ce crime et nous avons fait sortir le journal essentiellement en version. On n'a même pas fait le papier, on n'a fait que le digital et je peux vous assurer que ça a été notre plus grande vente de l'année. C'est comme ça, moi, je pense qu'on peut faire. Quand on veut faire, on fait un peu de sérieux, on met un peu de la rigueur. Le lecteur veut payer. Il est prêt à débourser pour payer. Il y en a même qui sont prêts à payer plus cher que le prix de vente parce qu'ils savent que vous prenez des risques. Mais si on peut pas vendre à un lecteur un reportage, un public. Non, on publie le reportage. Il a besoin de dossiers, il a besoin d'informations, quelque chose qui peut lui apporter un plus. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Encore une dernière note. Je vous disais qu'on a paru ce matin, par exemple, en version papier. Et hier nuit, très tard, on a eu des informations assez importantes sur la suite du crime dont je vous parle. Le temps de recouper et tout ça, j'ai dit aux amis, le temps qu'on recoupe cette information, on se donne du temps et cette information, on va la vendre en ligne. Ça ne sera pas dans le journal papier, mais dans le journal en version digitale. Et je vous parie que les gens en achètent. Les gens achètent parce qu'aujourd'hui, nos grands-mères au village, qui n'ont jamais touché un portable, ont sur leur portable, elles n'ont pas des Android, mais elles ont le service monnaie par mobile. Donc, tout le monde a ça aujourd'hui sur son portable. Et l'achat est plus facile pour la personne de débourser 50 centimes d'euros ou 1 euro pour dire je vais acheter une information. Ce n'est rien pour lui. Il le fait sans se rendre compte. Monsieur Fortuné, quel choix difficile aviez-vous eu à prendre pour permettre à votre journal d'être toujours là? Je ne vous reçois pas bien. Oui, ma question c'est de savoir quel choix difficile vous aviez eu à prendre pour permettre à votre journal d'être toujours là et professionnel. Non, vous savez, avec le développement, l'intervention de mon ami Loïc, je vois que en matière bien sûr de la digitalisation et la vente en ligne de son journal, je crois que c'est un exemple parce que au Bénin ici aujourd'hui, je ne crois pas que ça ne marche pas. C'est un peu difficile pour nous dans la digitalisation. En tout cas, moi personnellement, je le fais. Mais quand j'ai quelques abonnés à qui j'ai dit non, nous on ne sort plus la version papier à moins que vous demandez exclusivement. C'est la version numérique. Et c'est cette version numérique qu'on envoie. En dehors des abonnés, je crois que on ne trouve plus d'acheter en ligne. Ça, c'est un espoir. Je crois que j'irai à l'école de mon confrère togolais d'ici à là pour voir comment il a fait. Parce que les participants ont posé déjà la question. Je crois qu'il va revenir.
là-dessus, comment convaincre, comment il a pu convaincre son lectorat à aller vers la digitalisation. Parce que ici, encore au Bénin, malgré le Covid, les gens continuent de croire que c'est la version papier qui est le meilleur. Et nous-mêmes, comme il a dit, nous-mêmes, nous tuons le journal parce que les gens balancent la version numérique de leur journal dans les réseaux sociaux. Comment on peut acheter en ce moment-là? C'est un peu compliqué. C'est vrai, mais quand bien même tu as des contenus, les gens trouvent que l'autre, il est déjà gratuit. Le gratuit, ça marche. Parce qu'il ne débouche sur rien. Mais quand toi, tu l'obliges, malgré que les autres soient gratuits, il va préférer aller vers le gratuit. Quand bien même toi, tu as du contenu. Quand bien même tu dis ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Donc, le choix de la digitalisation s'impose, certes, mais la rentabilité. Je vais vous faire cette petite confidence que mon mémoire sur le journalisme est porté sur ça. La digitalisation de la presse écrite. Mais au Bénin, pratiquement tous les journaux aujourd'hui disposent de leur site Internet. Mais ce n'est pas rentable pour eux. Ce n'est pas du tout rentable. Malgré qu'ils aient, et pratiquement tous, aient leur site Internet. Parce que, cette manière, les Béninois n'ont pas dans leur culture aller acheter en ligne, aller payer en ligne. Donc, c'est un lourd travail qui reste à faire. Il faut de la sensibilisation. Oui, le CNPA en a parlé. Jusque-là, on continue de réfléchir. On a fait des séminaires, des ateliers pour réfléchir à comment rentabiliser le journal en ligne. Mais jusque-là, je crois que ça traîne. Ça traîne. On a encore du travail à faire dans ce sens, contrairement à mon confrère du Togo qui a pu imposer son journal en ligne. Je souhaite que Nouvelle Mutation soit vendue, comme il le dit là, dans les jours à venir. Il y a plusieurs questions. Oui. Répondre deux questions, répondre deux questions qui sont posées et qui, je pense, me concernent, quoi. Parce que pourquoi? C'est normal que, par exemple, qu'on se demande pourquoi ce n'est pas rentable le digital, comment convaincre. Parce que tu ne peux pas reprendre les mêmes informations qui sont parues effectivement dans le journal, sur le site. Ça n'a aucune valeur, il n'y en a aucune valeur ajoutée. Il n'y en a aucune valeur ajoutée parce que j'ai déjà lu l'article et puis ici, les sites d'information ou bien les réseaux sociaux, la plupart, par exemple, se limitent uniquement peut-être au papier ou bien à l'actualité factuelle, etc. Mais néanmoins, il y a certains qui vont, par exemple, produire des dossiers, des papiers de fond, etc. Donc ici, pour convaincre le lecteur, c'est encore une fois, je répète, travailler sur l'offre informationnelle, créer une différence par rapport à ce qui a été proposé par le journal, ce qui a été proposé par le site d'information. C'est ça. Et parce que les lecteurs sont très intelligents. Ils sont très intelligents, ils savent faire le tri, donc faire la différence entre l'information qui est factuelle, qui est connue de tout le monde, et une information, vraiment qui est documentée, qui est vraiment analysée. Et je pense que d'abord, il faut travailler sur l'offre informationnelle. Il y a une question relative au financement bancaire, etc. Vous savez, les banques, elles sont aussi très réticentes. Les banques, elles évaluent le niveau de risque, elles évaluent la rentabilité du projet, il y a ce qu'on appelle le taux de rentabilité, avant effectivement de vous accorder le financement. Il faut d'abord travailler sur un projet bancable, un projet au moins qui peut vraiment avec une rentabilité, avec des sources de financement très claires, bien dégagées. Et je pense que les banques, si par exemple elles jugent le niveau de risque est très maîtrisé, je ne vois aucun inconvénient donc de vous accorder des financements. Donc il faut travailler sur ça et ne pas faire le pilotage à vue, donc une entreprise et puis je monte mon dossier. Non, il faut d'abord solliciter
l'expertise effectivement des gens qui sont dans ce domaine, soit des experts en management de projet, etc. Et je pense qu'il répond à tous les critères. Je ne vois aucun obstacle que la banque vous apporte des financements. L'autre chose maintenant, c'est lié, je pense que les langues locales, elles sont extrêmement importantes. Et vraiment, Ousseini Idrissa, vous avez posé une question très pertinente. Parce que la plupart de nos pays, le taux d'alphabétisation, le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation est très faible. Et nous, la presse écrite a une demande qui a un profil particulier. La presse écrite ne s'adresse pas à tout le monde, malheureusement. La presse écrite s'adresse à une entité de la population. Et même au sein de cette entité, ce n'est pas tout le monde. Tu ne peux pas avoir un journal pédant, un journal qui, pour comprendre les premières phrases d'un article, il faut consulter le dictionnaire Larousse ou bien le dictionnaire. Ce n'est pas effectivement du journalisme. Non seulement, non plus, il ne faut pas faire un article peut-être avec, je ne sais pas, nivellement par le bas, mais jouer à l'équilibre. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Ousseini. Il faut explorer effectivement cette niche liée effectivement aux langues locales pour quand même mettre en place des applications, des sites d'information qui nous permettent effectivement de pouvoir lire le même article qui est paru effectivement en langue officielle, en français ou bien en anglais. Je pense que c'est une niche qu'il faut explorer et je pense que ça peut être intéressant effectivement pour les entreprises. Bon, je voulais juste répondre à ces deux, trois questions qui, je pense, m'ont été adressées, quoi. Merci. Aussi. Oui, je rappelle aux participants, à ceux qui nous suivent, que ce soit via Facebook ou via Zoom, que vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à commenter ou à adresser vos préoccupations à nos panélistes. Il y a une question particulière pour M. Lonson. Je la lis très rapidement. J'aimerais demander à M. Lonson, comment est-il parvenu à convaincre les gens à acheter la version numérique du journal quand on sait que les gens sont très réticents à payer pour des informations qu'ils peuvent trouver gratuitement? Sur quel choix de contenu s'est-il basé? Oui, justement, c'est ce que je disais un peu plus en arrière. Je disais, d'abord pour le faire, pour en arriver là, il faut déjà arriver à imposer le journal par son sérieux à la base. Et comme nous au Togo, notre organe est connu. En tout cas, par toutes les élites, on est connu. On sait que c'est un journal qui est sérieux et qui fait l'effort de faire du journalisme sérieux. Alors, déjà, à la base, il faut avoir un nom, un background. Il faut être connu. Déjà, à la base. Si vous n'êtes pas connu, vous voulez venir pour vendre un journal qui est créé avant-hier et vous voulez le vendre au lecteur, il ne va pas l'acheter. Et secondo, le plus important, c'est que c'est pour cela que le journalisme d'investigation va être aussi le journalisme d'avenir, comme le journalisme comme la presse digitale. Parce qu'il faut être capable de faire des investigations. C'est pour ça que je parlais tantôt des risques. Quand vous faites des investigations sur des dossiers, on est en Afrique, on a tellement de dossiers de corruption, d'assassinat, de plein d'autres choses. Être capable de faire des dossiers sur ces genres de sujets. Mais des dossiers vraiment vrais, c'est des risques que vous prenez. Et quand vous publiez, quand vous vendez, vous annoncez que vous avez tel dossier à publier demain et que ça serait vendu en version uniquement digitale, mais les gens attendent, les gens sont impatients. Ce que je vous dis, je ne blague pas. Parce que moi, j'ai vu des gens, des abonnés, la veille, envoyer, sans avoir eu l'article, envoyer déjà leur paye pour l'article. J'ai vu des abonnés, à peine on a balancé la une du journal, la veille, autour de 22h, 23h sur les réseaux sociaux, que des abonnés, que des personnes, je dis pas abonnés, que des personnes envoient leur argent via le service mobile pour dire qu'ils sont en train de vouloir réserver. C'est que ça part du sérieux de la chose. Les gens ont tellement soif d'informations. Ils ont tellement soif de nouveau. Mais ils n'ont pas soif qu'on leur ressasse les oreilles et les yeux avec la même chose. Si c'est qu'ils peuvent lire chez toi, ils peuvent lire dans l'autre journal concurrent gratuitement, pourquoi il va vouloir le payer? Mais si l'enquête ou le dossier que tu fais, il n'y a pas ça dans le journal qui paraît le même jour que toi, il est prêt à payer. C'est cela, il est prêt à payer. Et quand il le paye, toi, tu ne prends pas le risque de mettre cette information sur les plateformes ou sur le site internet de manière gratuite. Moi, je dis, en tout cas, que la crise sanitaire nous a amené malgré nous à réfléchir autrement, à faire du digital. Et le digital, je ne sais pas comment les services mobiles, les transferts d'argent mobile marchent chez vous, mais nous, au Togo, ici, ça a connu un succès incroyable.
Ma maman, dont je vous parle, ma maman, par exemple, n'a jamais été à l'école, mais tout le temps, elle utilise ce service-là. Et donc, ça veut dire qu'elle a la possibilité de demander à son fils, à son garçon qui a été à l'école de lui acheter telle chose, d'acheter tel journal. Ils vont lire ensemble parce qu'ils ont appris que par rapport à tel crime, il y a eu une information qui est sortie. Voilà, je crois que c'est comme ça un peu. Mais si on doit rester dans du journalisme habituel où c'est des reportages, c'est ceci, c'est cela, je crois que ça nous donnera... Ça, on ne peut pas vendre. On ne peut pas vendre. Moi, je vous le dis, je crois forcément au journalisme numérique. Je prends le cas de Mediapart. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de publication, Elie Plenel, plusieurs fois à Paris. Pour moi, c'est le modèle. Quand ils ont pris le risque de commencer Mediapart, personne n'a cru qu'on peut vendre de l'information en ligne. Aujourd'hui, c'est le média le plus riche de France. Parce qu'ils ont commencé, ils ne font pas du journalisme comme font les autres journaux, ils font de l'investigation. Ils vendent de l'investigation. Et par leur sérieux, ils sont devenus l'organe le plus riche. C'est comme cela. Ils font des chiffres d'affaires en millions d'euros chaque année. C'est le sérieux du journal qui fait le journal. Les investigations, les populations ont besoin d'investigation. Ils ont besoin qu'on leur révèle des choses. Ils n'ont pas besoin qu'on leur répète les mêmes choses qu'ils peuvent écouter à la radio ou lire sur Internet. Monsieur Fortuné, c'est une question qui nous vient d'un participant pour vous. Un journaliste ne doit jamais prendre de l'argent de son interlocuteur ou des personnes concernées ou citées par son article. Cependant, comment gérer une rédaction ici en Afrique et bien tout en respectant ces règles-là? C'est une question colle. C'est une question colle parce que quand on sait comment ça se passe en Afrique, je crois que c'est difficile de répondre. Mais les gens y arrivent. On peut y arriver. Ça dépend de votre conscience professionnelle. Je crois que tout argent n'est pas bon pour apprendre. Ça, je vous assure. Et conformément au code de déontologie de notre métier, je crois qu'il est proscrit de prendre de l'argent pour faire un travail. Et l'argent dont on parle, je crois que c'est différent de ce que nous on appelle au Bénin per diem, les frais de déplacement qui sont donnés pour les journalistes lorsqu'ils sont allés sur un terrain de reportage. L'argent dont on parle, c'est celui qui tombe peut-être directement dans les poches ou bien dans les mains du patron, du directeur général ou du directeur de publication. Et en ce moment, ça devient compliqué pour faire le travail. Parce que, en ce moment, quand tu prends l'argent, tu crois que tu es limité dans ta liberté. Tu es limité simplement parce que tu ne peux plus faire un travail professionnel. Tu es tenu en ce moment de faire la volonté de celui qui t'a remis les sous. Ce qui devient extrêmement difficile. Or, au même moment, le patron de presse a besoin de cette manne. Excusez-moi de l'appeler une manne. C'est une manne pour lui de prendre. Et conséquence, c'est la médiocrité qui s'ensuit. Parce que le professionnalisme disparaît. Le professionnalisme disparaît simplement parce que il met la vérité de côté et il sert au lecteur ce que veut entendre ce que veut son commanditaire. Donc, c'est ça justement la problématique aujourd'hui. Je suis en train de faire un travail depuis 2016 où on a coupé tout pour les Béninois, pour les journalistes béninois, où ils n'ont plus de contrat, ils n'ont plus d'abonnement. Et on attend tard la nuit qu'une information vient de là où vous savez. Et puis, le lendemain matin, ça fait la une de pratiquement tous les journaux. Et cette commande qui n'a rien d'information vient même des fois comme étant un scoop pour les journalistes. Et vous voyez le même titre dans la quasi-totalité des journaux. Dans la quasi-totalité, je vous dis. Et avec les mêmes fautes d'orthographe parfois. Vous voyez, et ça fait objet de scoop à la une des journaux. Ça ne fait pas sérieux. En ce moment-là, on ne fait pas du journalisme. On ne fait pas du journalisme. Or, le patron de presse même
sait bien que ce n'est pas du journalisme. Mais lui, il a besoin de ça pour vivre. Ou bien, tu prends ça et tu continues d'être dans les kiosques, ou tu refuses de prendre et tu disparais. Tu fais le choix. Et aujourd'hui, au Bénin, c'est ça. C'est qu'on fait le choix de ne pas répondre à ces gens de commandes ont disparu ou sont sur la voie de disparaître. D'autres ont déjà mis la clé sous le paillasson. C'est à prendre ou à laisser. Mais ceux qui ont dit, moi, on ne met pas la clé sur le paillasson, on ne prend pas cette commande de cette manière parce que je suis professionnel, ce qui est quotidien, qui sort 3 fois, qui sort au plus une fois ou voire même une fois après 2 semaines. C'est ça justement ce qui amène les professionnels des médias, ce qui amène les patrons de presse. Parce qu'au Bénin, quand vous prenez 10 organes, vous trouvez qu'il y a 8 au moins, pour ne pas dire 9, qui sont journalistes et qui sont propriétaires des 10 organes. Donc, la quasi-totalité des journaux sont moteurs qui sont eux-mêmes journalistes. Mais ils n'ignorent pas le professionnalisme, mais face aux besoins du temps, ils mettent le professionnalisme de côté et ils s'adonnent à ça parce que c'est ça qui paye. C'est ça qui paye. Moi, je vous fais une petite confidence. J'ai une conseillère qui m'a vu, qui me dit, mais toi, tu es avec des gens qui gèrent nos commandes. Mais toi, tu es là et tu n'en prends pas. J'ai dit, mais tout n'est pas à prendre. On n'a pas besoin de tout prendre. Parce que si ça, tu sais que tu as une clause de conscience qui est gênée, je crois que tu ne peux pas aller là. Cette question est laissée exclusivement à chaque promoteur. C'est laissé à chaque journaliste d'apprécier. Parce que je ne peux pas, à la place, on sait, puisque chacun sait ce qu'il doit faire. Mais face à l'argent, il fait son choix de mettre le professionnalisme du côté. C'est ça la question. Ce n'est pas un choix facile, mais le monsieur a besoin d'entretenir son équipe. Le monsieur a besoin d'être présent dans les kiosques. Et il sait que pour l'instant, c'est ça qui peut lui donner de la matière. Et il s'y adonne allègrement. Et au Bénin aujourd'hui, c'est à ça que nous sommes confrontés. C'est ça quand vous prenez 20 journaux, vous voyez que 18 alignent les mêmes titres le lendemain matin. Malheureusement, c'est ça. Monsieur Fortuné, un participant vous demande, est-ce que ça veut dire que l'évolution médiatique semble être bloquée au Bénin? Ah oui, ce n'est pas semble. Ça, je vous le dis, je suis le secrétaire général du patronat de la presse. Ça, c'est sans langue de bois. Aujourd'hui, au Bénin, les journaux n'existent plus. Ça, c'est sincère, c'est honnête. C'est honnête. Et actuellement même, face à cette situation, on est en train de préparer une table ronde qui va regrouper les PTF qui sont au Bénin afin qu'on expose la situation critique dans laquelle les journaux sont aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la presse écrite. C'est vrai que le secteur le plus touché, c'est le secteur de la presse écrite. Sinon, les radios sont dedans. Les télévisions sont dedans. Et je vous rappelle, il y a l'année passée, il me semble, oui, l'année passée, il y a une télé qui a fermé les portes durant plusieurs mois. Et la conséquence, c'est quoi? Des dizaines de journalistes se sont retrouvés dans la rue. Et les journaux qui existent aujourd'hui, les télés qui n'ont pas fermé, ont réduit de moitié, ou voire même des fois de 2/3 les effectifs. La même chose s'observe au niveau des radios. Au niveau des journaux, c'est pratiquement 1-2 personnes qui font aujourd'hui le travail. Parce que le patron qui est là ne peut pas véritablement payer son équipe. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas, se cacher pour l'évoquer. Donc,
actuellement, le CNPA travaille à organiser une table ronde pour montrer à la face du monde que la presse béninoise est dans une décrépitude. Ça là, c'est foutu, hein, c'est fini, c'est fini. Ça, je vous assure, parce que je parle en tant que promoteur et je sais, surtout quand vous avez une position qui ne répond pas à la volonté du pouvoir, vous ne pouvez pas. Je dis, moi je ne peux pas livrer ma manchette à un prix dérisoire parce que j'ai des charges quand même. À la fin du mois, je dois payer l'électricité, je vais payer le loyer et payer l'administration, payer les journalistes qui vont sur le terrain. Et vous voulez que moi je vienne vous gratuitement mon journal? Je ne peux pas. C'est pas possible. Mais malheureusement, c'est la réalité que vit la presse béninoise aujourd'hui. Je vous assure. D'accord. Merci beaucoup. Nous tendons presque vers la fin de ce webinaire, de cette table ronde virtuelle, et nous n'avons qu'une seule question pour tous les participants. Monsieur Abdou, il y a une autre réalité dans le monde des médias, c'est celle de l'acquisition et du rachat des entreprises de presse par des grands groupes financiers, des groupes industriels qui sont traditionnellement dans d'autres domaines. Est-ce que c'est finalement une bonne chose ou une mauvaise nouvelle pour la presse? Bon, vous savez, la presse, c'est un secteur aussi très stratégique hein, pour un pays. Elle est très stratégique parce que surtout le véhicule de l'information. Vous savez, prenez en Afrique, par exemple, souvent les coups militaires, souvent. Le premier geste, c'est quoi? C'est d'occuper effectivement la chaîne nationale. Pour vous dire que là, ça montre que les médias sont, bon, ce qu'il appelle même peut-être le quatrième pouvoir, etc., en capacité d'influence, en termes de persuasion. Donc, pour vous dire que c'est un secteur extrêmement stratégique pour un pays. Maintenant, aujourd'hui, le monde bouge, ça évolue, et je pense qu'il faut s'adapter. Et s'adapter, qu'on n'hésite pas à ouvrir le capital, effectivement, à des actionnaires extérieurs. Maintenant, faisons de sorte que la majorité soit détenue, effectivement, par les nationaux, pour éviter quand même qu'il y ait une expédition, effectivement, de la gestion, du management de l'information, etc. Je pense que ça peut être un mécanisme, mais qu'il y ait des garde-fous. Il y a des garde-fous pour que quand même tout ce qui est gestion, tout ce qui est administration, tout ce qui est diffusion de l'information reste effectivement attaché aux valeurs nationales, aux valeurs du pays, aux règles du pays, pour quand même, parce que c'est très dangereux d'exporter ou bien disons de céder un secteur aussi sensible, aussi stratégique que la presse qui n'a vu. Je pense que ça peut être une démarche innovante, les fusions-acquisitions, les joint ventures, c'est des initiatives, mais surtout le crowdfunding, le financement participatif. Il faut impliquer les lecteurs dans le financement des entreprises de presse. Prenez les Mediapart ou bien d'autres entreprises, The Guardian, etc. Aujourd'hui, il y a des modèles qui se fondent sur le financement participatif. Montrer aux lecteurs que l'existence de ce média, la raison d'être de ce média, c'est vous. Il faut qu'ils se l'approprient. Il ne faut pas le prendre maintenant comme une vache laitière juste pour acheter. Non, je pense que là aussi, il faut qu'on change ce discours parallèle. Le lecteur est là uniquement pour acheter. Non, il faut montrer que lui, le journal est là. Bon, pas l'appartient, mais au moins, il contribue effectivement à son existence, il contribue effectivement à son fonctionnement. Je termine sur un point. C'est aujourd'hui les big data. Les big data constituent aussi une niche avec l'intelligence artificielle. Je pense là aussi, parce que les annonceurs, ce qui intéresse les annonceurs, c'est d'avoir un marché. C'est de détecter des consommateurs, c'est de détecter des opportunités. Et sur la base, aujourd'hui, sur la base des données, regardez Facebook, ce qu'ils récupèrent, Google, ce qu'ils récupèrent, les GAFAM, ce qu'ils récupèrent comme données personnelles. Et sur la base des données personnelles, les entreprises de presse peuvent élaborer des stratégies, effectivement, répondant maintenant aux besoins des annonceurs en termes de données, en termes de décisions. Surtout, je pense que c'est des niches qu'on pourrait exploiter. Bon, malheureusement, il y a une question sur les langues nationales et malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Peut-être qu'on se donne rendez-vous la semaine. La prochaine. Oui, il y aura forcément une autre séance. Mais avant de partir, j'ai une question pour Monsieur Luc et après une autre pour Monsieur Fortuné. Monsieur Luc, un bon manager doit avoir de l'autorité, de la passion, de l'expérience. Pour vous, c'est plus d'une dizaine d'années d'expérience. Il faut aussi avoir le sens
de l'écoute, le sens de décision, les compétences techniques, la confiance en soi, la réactivité et tout. Mais dites-nous, selon vous, quels sont les autres facteurs essentiels à un bon directeur de publication? Vous répondez à cette question et ensuite la dernière qui est de donner peut-être des conseils. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes journalistes formés qui ne veulent pas être employés, mais qui veulent plutôt lancer leur propre entreprise de médias? Monsieur Le. Donc, très vite, je dis par rapport aux qualités d'un bon manager, d'un bon directeur, vous avez tout cité, Monsieur Kossi, vous avez tout cité, je crois, tout ce que vous avez à citer. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose là-dessus. C'est aussi avoir des principes, ne pas fléchir sur ces principes, savoir dire non. Je crois qu'avec Fortuné, on va discuter après le webinaire pour que je puisse lui dire un peu ce que je pense. Pour tenir par rapport à ce qui se passe au Bénin. Vous savez, il y a les histoires tellement de la presse qui est muselée. Quand vous prenez le journal, le grand journal algérien, oh merde, le nom m'échappe, El Watan, le très grand journal algérien, ouais. Tiré à plus de 200 000 exemplaires par jour. Mais quand vous rencontrez le patron de El Watan, il va vous raconter son parcours. Ce n'est jamais facile, mais il faut des principes. Et moi, c'est sur le principe que j'essaie de prendre la base. À tous les jeunes qui nous écoutent, à tous ceux qui ont envie de créer un organe de même, moi je dis, il faut dès le départ, à la base, avoir des principes. Si tu crées ton organe en comptant sur un homme politique ou sur un chef d'entreprise, le jour où il décide de fermer son chéquier, ton entreprise est morte. Il faut avoir comme personne qui peut vraiment acheter ton journal que tes lecteurs. Je reprends un peu le slogan de Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est tellement beau comme slogan. Et moi, je crois en cela. Je me dis que si on fait du sérieux, on va nous fermer des portes. Mais les lecteurs, à un moment, seront tellement sûrs que vous faites du bon boulot qu'ils seront fidèles et qu'ils vont vous soutenir. Et il n'y a pas meilleur soutien pour aller plus loin que ceux qui croient en votre initiative, en votre organe. Et quand les lecteurs sont fidèles, les annonceurs viendront. Mais si vous comptez sur une amitié, vous n'irez jamais loin. Les hommes politiques, il ne faut pas compter sur eux pour tenir son organe. Il faut compter sur soi-même, avoir des principes, savoir dire non. Savoir ne pas céder à la facilité. Et vous allez voir, ça ne va pas être facile, mais à la fin, vous arrivez à tenir le coup. Parce qu'on n'a pas voulu parler forcément de toutes nos expériences. Moi, je vous raconte le début de cette aventure qui dure aujourd'hui plus de 17 ans. Si je vous raconte les premiers moments, vous allez dire c'est incroyable. Et pourtant, on a tenu. Aujourd'hui, on a un grand siège à Lomé. On est sur un grand boulevard, pour ne pas dire le meilleur, le plus grand boulevard de Lomé. On a et l'histoire a été longue. Le parcours n'a pas été facile. Les nuits ont été blanches. Mais aujourd'hui, on dit, on tient le coup, on peut aller loin. Voilà un peu moi ce que je pense d'un journal. Et quel que soit le régime qui va venir, il ne faut pas avoir un journal en comptant sur un régime, en se disant en comptant sur une alternance. Vous vous dites, quel que soit le régime qui va venir, mon journal doit tenir. Mais pour arriver là, il faut avoir des principes. Pour arriver là, il faut avoir des principes. C'est le conseil de M. Luc. Monsieur Fortuné, avant de vous poser aussi la dernière question, il y a un participant qui veut savoir. Il dit ceci, puisque dans notre pays, le plus grand annonceur est le gouvernement, comment faire pour s'accaparer de ce juteux marché? Je crois que M. Luc a répondu à cette question dans son intervention. Voilà, la question s'adresse à vous et après cette question, vous nous dites aussi les conseils, puisque le thème de ce webinaire, c'est des conseils pour diriger votre entreprise de médias pour les jeunes aspirant à la direction d'une entreprise. Quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes, aux confrères béninois qui vous écoutent, ils sont nombreux en ce moment et qui veulent aussi quand même tenter l'aventure d'une entreprise médiatique? Merci beaucoup. Je crois que pour s'accaparer de ce marché financier qui est le gouvernement, c'est ça la question. Je crois ce n'est pas conseillé. À l'heure actuelle, conseillé, parce que prendre ce marché, c'est interdit de dire la vérité. En tout cas, tel que ça fonctionne actuellement. C'est s'interdire de faire du journalisme. Vous faites tout sauf le journalisme. Excellent. Parce que vous n'avez pas d'opinion, vous n'avez plus la possibilité de vous exprimer librement. Voilà pourquoi je ne conseille pas
la prise en main d'un tel marché. Maintenant, quant à ceux qui ne veulent pas exercer sous quelqu'un, au Bénin, c'est vrai que c'est difficile d'exercer sous quelqu'un. Mais moi, je suis tombé accidentellement. Écoutez-moi bien, je le dis souvent, je suis tombé accidentellement promoteur d'organes de presse parce que je suis entré dans le métier par passion. Et c'est ça qui a fait que j'ai évolué dans la corporation. Depuis environ 22 ans, j'ai fait l'effort d'évoluer. J'ai parcouru du chemin pour en être là. Mais le sort a voulu que je devienne patron de presse. Je n'en voulais pas. Mais à un moment donné, l'histoire a voulu quand même que j'ai un talent que je pouvais mettre à la disposition d'un organe de presse. Je ne vais pas nous perdre le temps ici pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. De mutation à nouvelle mutation, il y avait une histoire derrière. C'était un défi qu'il fallait relever. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir relevé le défi parce que je suis un professionnel convaincu. Maintenant, les jeunes qui ne veulent pas, qui veulent créer leurs journaux eux-mêmes, je ne conseille pas. À l'heure actuelle, je ne conseille pas parce que ça n'apportera rien. Rien. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser quand même. Bon, et ne pas quand même trop... sorry. Alors? Oui, alors. Donc, je disais que ce n'est pas pour décourager les jeunes, mais je préfère que ces jeunes-là montrent les talents dans d'autres journaux qui existent et même pourquoi pas à l'extérieur parce qu'ils peuvent tenir quand tu es sûr de toi-même. Tu sors d'une école et tu sais que tu as du talent qui va te vendre cher. Mais malheureusement, il y a certains, vous pouvez imaginer que un journaliste qui fait 3 mois de stage devient promoteur. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de celui-là? Est-ce que celui-là peut avoir des résultats? Non. Simplement, il devient patron de presse simplement parce que tout à l'heure, et ce dernier a dit, crée ton organe, je te soutiens. Mais il ne peut pas aller de l'avant. Le jour, son promoteur va dire, je suis fatigué, ton affaire là ne me rapporte plus, ou bien quand le gars, il va t'utiliser et il a ce qu'il veut, c'est parce que peut-être il voulait qu'on le nomme ministre, il voulait que... Donc, moi, je souhaite que les jeunes ne prennent pas cette aventure-là. Mais si il y a de vrais managers et tu sais que tu peux te tenir toi-même, je crois il peut se lancer. Mais dans le contexte actuel au Bénin, il n'est pas facile, il n'est pas souhaitable qu'un jeune se lève et dit je vais créer mon organe. Quand tous les matins, je me réveille et que je vois de nouveaux titres dans les réseaux sociaux, ça me fait sourire, et je me dis que les jeunes ne comprennent pas vraiment ce qui se passe encore. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'y aller. Mais quand il y sera, il verra la stricte vérité qu'il y a là. Parce que très souvent, nos journalistes ont une manière, disent quelque chose. Ils disent que quand on est patron de presse, c'est vite fait de rouler carrosse. C'est vite fait d'avoir chez soi. Et ça fait que tu vas voir, le lendemain matin, ton collaborateur vient te voir, il te dit, bon, écoute, j'ai créé mon journal, je m'en vais. Ceux qui veulent être corrects. Sinon, le gars part et tu vois le lendemain que c'est lui qui a créé son journal. Tu cherches à savoir qui est derrière ça. On te dit, ah, c'est telle personne. C'est bon, mais malheureusement, ça tue la valeur qu'on a en soi. Si tu n'es pas tenace et tu vas créer un journal comme ça, tu deviens patron de presse, le lendemain, il te sera difficile de dire, je vais aller travailler chez l'autre journal. Or, tu as de la valeur. Or, tu as quelque chose à vendre.
qui a de la plume. Il y a des jeunes qui ont de la plume. Mais malheureusement, face à cette situation, ils disent, moi aussi, je vais créer pour moi. Ils créent, ils ne tiennent pas. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent plus aller travailler chez d'autres personnes. Ils traînent et ils trouvent une prébende un jour quelque part, il sort son journal, alors que c'est de la valeur. Ils sont des valeurs, c'est des gens qui ont de la plume, qui peuvent faire valoir les plumes ailleurs. Et j'ai entendu au cours de l'atelier le mot investigation, journaliste d'investigation. Je crois que ça manque beaucoup au Bénin, quand bien même il y a eu beaucoup de formations aujourd'hui en matière de journalisme d'investigation, mais les moyens font que les journalistes qui ont été formés, très peu exercent dans le secteur. Très peu s'y adonnent. Parce que pour quitter Cotonou, aller à Parakou pour aller faire des investigations, le gars a besoin de moyens de transport. Il doit vivre là-bas. Il doit faire une semaine ou faire 3 jours. S'il n'a pas les moyens, je vous l'assure, tout il aura été bon, n'importe comment, il ne pourra pas s'exprimer. Et ça repose, une fois encore, le problème du modèle économique des organes de presse. Quant à la télé, à l'initiative, je vous assure que M. Kossi, j'ai été, moi en tout cas, personnellement, et je vous exhorte à faire mieux, à continuer à ne pas abandonner ce bon chemin pour que nous sortions notre corporation, cette noble corporation. Parce que moi, je suis fier, quand bien même aujourd'hui, au Bénin, on n'est plus fier de dire qu'on est journaliste. Moi, je l'ai dit tête haute, j'ai dit, je suis fier d'être journaliste parce que j'ai été formé en tant que journaliste. En tant que journaliste. Et je forme les jeunes en tant que journaliste. Donc, il faut être fier de sa corporation. Je sais mieux faire les journalistes que toute autre chose. Je crois que c'est une bonne initiative. Je vais vous dire une fois encore, merci pour avoir pris Merci beaucoup. Monsieur Abdou Diaye, nous terminons avec vous. Votre dernier mot, votre conseil pour les jeunes qui veulent se lancer particulièrement. Il y a une question qui n'a pas été répondue, mais qui vous est adressée, c'est de savoir comment s'attirer les investisseurs, comment arriver à convaincre les investisseurs à investir dans son journal. Le micro n'est pas activé, s'il vous plaît. Je disais que je vais juste me répéter, hein. Donc ce que je disais, c'est que la Covid n'a fait que rappeler aux médias l'urgence de repenser leur manière de fonctionner, leur manière effectivement de gérer effectivement l'information. Et aujourd'hui, on a échangé, hein, je pense, je n'ai pas entendu le mot télétravail. Et pendant, nous, on est resté, personnellement, je suis resté pendant 3 mois, 4 mois sans peut-être aller au bureau parce qu'on a fait l'essentiel de mes publications. Ma production a été faite à distance et quelques journalistes, effectivement, étaient obligés de venir, effectivement, au bureau. Pour vous dire que cette barrière physique, ok, donc, est levée et du coup, le digital est un couteau à double tranchant, le digital. Ça peut être effectivement nuisible, mais aussi ça peut être aussi une opportunité. Tout dépend de la manière, effectivement, donc, comment exploiter, comment tirer profit. Les investisseurs, tout dépend de l'offre qu'on met sur la table. Ça dépend effectivement. Donc, s'il s'agit d'une offre quand même qui puisse répondre aux besoins des consommateurs, aux besoins des lecteurs, donc les investisseurs, ils ont leurs capitaux. Surtout qu'il y a des financements innovants. On parle de private equity, les capital risque, donc investissement. Les gens font des prises de participation dans les entreprises. Mais il faut faire en sorte que maintenant, les prises de participation puissent être faites dans les entreprises, etc. Mais les prises de participation économiques, médiatiques, propices, les prises des autres investisseurs de pouvoir y entrer. Et du coup, on a un regard, on a au moins la possibilité de maîtriser donc, les risques et puis avoir une bonne gestion donc, pour ce qui est de l'entreprise de presse. Merci encore une fois. Merci à vous, Monsieur Loïc Lonson. Merci, Monsieur Fortuné Assogba. Merci, Abdou Dia. Merci à vos chers panélistes d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aussi passé votre temps à prodiguer des conseils aux journalistes francophones du monde entier.